Retour à une semaine dans le monde avec à nos côtés cette semaine Claude Guibal, grand reporter au service international de France Inter. Également avec nous Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Et Marc Semo, en charge de la diplomatie au Monde, le journal Le Monde. Merci d'être avec nous. On l'évoquait à la fin de la première partie. L'un des autres événements de la semaine pour la France, c'est cet incident diplomatique. C'est comme cela, en tout cas, que la plupart des journalistes l'ont qualifié, avec Vladimir Poutine, qui renonce donc à sa visite privée en France prévue la semaine prochaine, prévue au départ pour inaugurer un centre culturel et une église orthodoxe sur la rive gauche de Paris. Mais face au doute exprimé au doigt par François Hollande, le président russe a préféré s'éviter l'affront d'un désaveu public. Il restera donc au Kremlin. Marc Semo, c'est une stratégie assumée par la France ou bien est-ce qu'on n'a pas été un peu dépassé ici par la réaction de Moscou ? Je ne pense pas. La situation était très simple. Ce qui se passe à Alep est terrible. Ce sont des crimes de guerre. Tout le monde en parle comme des crimes de guerre. La Russie bombarde des hôpitaux. Il y a eu un vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors la Russie a mis son veto. Elle était toute seule, soutenue par le Venezuela. Même la Chine, qui était son allié traditionnel, qui en général soutient Moscou, a préféré s'abstenir. Donc, après ça, la France ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. D'où le fait que cette visite à Paris, pour un centre culturel orthodoxe, avec ses jolies bulbes dorés, cette cathédrale, à côté de la Tour Eiffel, c'était difficile de continuer à joual. En même temps, il est évident que la Russie est un partenaire, difficile, pas tout ce qu'on veut, mais c'est un partenaire, et on ne peut pas imaginer qu'il y a une paix, une solution diplomatique à la guerre syrienne sans la Russie, donc il s'agissait aussi d'éviter quand même un clash trop important. D'où ce truc joué un peu en subtilité. Il y aura la visite, mais on parlera, mais on ne se verra à l'Élysée que pour la Syrie. On ne va pas honorer Poutine, on ne va pas honorer Poutine, on ne va pas être à ses côtés pour l'inauguration, on ne va pas aller voir l'autre exposition avec lui, etc. Bon, Poutine a compris le message, il a annulé la visite. Par ailleurs, il n'a pas ensuite, il a fait une grande interview sur TF1, il n'en a pas rajouté, il a parlé de ses liens avec le peuple français, il a même eu quelques mots gentils pour Hollande. Donc on est dans une situation où, alors que, disons, le ton avait monté entre les Occidentaux et la Russie sur la question syrienne depuis quasiment 3 semaines, qu'on peut dire même que c'est une escalade verbale qui était sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Finalement, c'est un incident dans tout ça, et que la France s'en est plutôt pas trop mal tirée. Claude Guibal, on a intérêt des deux côtés à ce que tout revienne dans l'ordre d'une certaine manière ? De toute façon, on va le voir ce week-end avec quelque part la reprise des négociations qui aura lieu demain, puisque les Russes et les Américains se retrouvent à nouveau. Ce qui est quand même très marqué aujourd'hui, c'est que la Syrie n'est pas, contrairement par exemple à la position que veut adopter la France, un spectateur, un médiateur de ce qui se passe en Syrie, mais bien un acteur. Et je crois que ce qui se redéfinit en ce moment, et on le voit aussi dans le rapport qui est quand même autrement plus tendu entre les États-Unis aujourd'hui et la Russie, c'est la redéfinition des zones d'influence de la Russie, notamment au Proche-Orient, qui est aujourd'hui essentiel pour elle, notamment dans ce rapport avec son allié iranien. Il y a quand même des intérêts partagés, une alliance de circonstances entre ces deux pays très isolés. On l'a vu sur la scène internationale, chacun à sa façon, chacun pour des raisons différentes, mais qui ont aussi désespérément besoin de faire pression sur l'Arabie Saoudite pour que les prix du pétrole repartent à la hausse, parce que le prix du baril, que ce soit en Iran ou que ce soit en Russie aujourd'hui, c'est essentiel pour l'avenir de ces deux pays. Donc on voit bien que ce qui se joue aujourd'hui en Syrie, oui, effectivement, on peut parler de guerre froide dans la mesure où c'est une guerre par procuration, des adversaires qui s'affrontent sur un terrain, un remote field. Mais voilà, après, je pense que cet événement, d'ailleurs, qui dans la presse russe n'est pas traité comme... ça fait pas la une, c'était en 6e ou 7e place dans les journaux. Moins que le rapprochement avec Erdogan, qu'il faut prendre au sérieux, d'après vous ? Parce qu'il y a quand même des intérêts très divergents sur le terrain. Il y a quand même des intérêts divergents sur le terrain, mais il y a des intérêts économiques importants en jeu en termes de relations entre les deux pays. Il y a aussi une alliance des autocrates, excusez-moi. Je veux dire, il y a une vision du monde quand même qui est
Oui, mais au-delà de la manière de gouverner, il y a vraiment une convergence d'intérêts aujourd'hui? Non, ils ont une convergence d'intérêts parce que les Turcs essaient de jouer une espèce de carte qui consiste à dire on n'est pas dépendant absolument des États-Unis, de l'Union européenne, de l'OTAN, etc. On peut vous montrer que. Et on va discuter avec Poutine, qui va peut-être même j'ai vu dans ton journal, je crois, qui vont peut-être même évoquer une espèce de protection aérienne avec la Turquie. Enfin, c'est énorme. Ces gens sont partis de l'OTAN. C'est pas un pays lambda. Ce qu'on appelle faire monter les enchères. Voilà. Donc je pense que c'est plus, ils ont des intérêts convergents. Et je pense aussi qu'il ne faut jamais sous-estimer, pour le cas, la psychologie des acteurs. C'est quand même des gens qui sont très proches, qui ont été très proches. Ils ont quand même, Poutine et Erdogan, une espèce d'attitude par rapport au monde qui est... Ils ont des parcours politiques similaires. Moi, ce qui me dramatise, que je trouve triste dans tout ce débat, c'est qu'on parle, et tout le temps, moi je le redis sur ce plateau et sur d'autres, il y a les Syriens qui sont là, sous les bombes, dans des villes parcellisées. On ne parle jamais d'eux non plus, mais les Irakiens, 22 millions, combien d'Irakiens, qui sont eux aussi... Je trouve que cette redéfinition des intérêts au Moyen-Orient, des sphères, etc., elle se fait quand même sur le dos de peuples qui sont rudement massacrés. Est-ce que ce n'était pas justement Oui, je sais, oui. Mais c'est pour ça que de temps en temps, je rappelle qu'il y a des êtres humains. Est-ce que ce n'est pas le principe même de la position française, justement, de rappeler que les civils, eux, sont sous les bombes et qu'il faut à tout prix obtenir ce cessez-le-feu? Non, mais la position française, on lui a toujours reproché en fait, quelque chose d'inatteignable, qui était de dire à nous tout seuls, on peut obtenir la tête de Bachar el-Assad et on n'a pas de position de repli. Je pense que ça, c'était peut-être l'erreur sémantique du début. Comme disait Claude, tout ça est quand même très cynique. Il faut peut-être des positions intermédiaires, etc. Mais la France, il faut aussi se rappeler qu'en dehors du fait qu'elle est membre du Conseil de sécurité, c'est quand même 3 Mirage 2000 qui se baladent dans le ciel. C'est pas non plus une puissance militaire et à ce point qui pourrait peser sur les débats. Donc... Marc Semo, quelle position adopter vis-à-vis de la Russie? Et est-ce qu'on peut vraiment... On entend partout, il faut absolument dialoguer coûte que coûte. Est-ce qu'on peut vraiment dialoguer quand l'interlocuteur ne veut pas entendre? On ne peut pas dialoguer quand l'interlocuteur ne veut pas entendre. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de pression, aucune carte réelle face à la Russie. La Russie a fait en Syrie ce que les Occidentaux auraient dû faire. Elle a créé, de fait, elle a verrouillé le ciel syrien, elle a créé une situation... De fait, oui, mais sauf qu'elle l'a fait au service de Bachar el-Assad, ce que ne comptaient pas faire les Occidentaux. Au service de Bachar el-Assad, elle l'a fait avec très peu de moyens, ce qu'on oublie. C'est-à-dire, c'est assez peu d'avions, c'est une moyenne de 15 sorties par jour, c'est global, un peu même en dessous de ce qu'ont fait les Français et les Britanniques, je ne parle même pas des Américains, pendant la guerre en Libye. Donc avec très peu de moyens, ils ont totalement renversé la donne sur le terrain, et aujourd'hui, il n'y a, pour les Occidentaux, aucun moyen d'agir sur le théâtre syrien. On ne peut pas créer une zone d'exclusion aérienne, on ne peut pas faire des parachutages humanitaires. Le ciel syrien est verrouillé par les Russes et faire des la seule correction, vous avez dit pour soutenir au service de Bachar el-Assad, moi je pense que les Russes sont à leur service. Ils défendent leurs intérêts. Il se trouve que Bachar el-Assad est le pion nécessaire à la défense de l'intérêt, mais je ne donnerais pas cher de la peau de Bachar el-Assad si les Russes avaient une solution alternative. Mais ça, on le dit depuis 5 ans. On le dit depuis 5 ans que les Russes... je veux dire, ces gens ne sont pas en train de défendre le régime de Bachar el-Assad. Ils défendent leurs intérêts en Syrie, l'accès à la mer, enfin tout ce que tu fais. Et donc, ça dépend pour le moment de Bachar el-Assad, mais Bachar est très... Encore une fois, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce qui ressort de Damas, c'est que ce n'est pas non plus un pouvoir homogène absolument. Maintenant, il y a des chefs de guerre de l'armée syrienne qui tiennent tel ou tel endroit. Lui-même est obligé de composer. Donc je pense que ça aussi, ça a évolué depuis. Et c'est le drame d'ailleurs que reconnaît Kerry lui-même. Je n'ai aucun levier face aux Russes. Voilà. Donc des sanctions économiques, personne n'en veut. Alors en même temps, quand même, il faut voir une chose. C'est que les sanctions économiques qui avaient été prises sur l'Ukraine, qui avaient été efficaces, bon, déjà, certains Européens évoquaient le fait de les alléger et de les lever. Bon, avec ce qui se passe en Syrie, ce débat-là, parmi les Européens, est fini. Donc de ce point de vue-là, la Russie, quand même, en subit les conséquences. Mais c'est finalement la seule. Bon, on traverse l'Atlantique où là la politique prend un tour complètement fou. On s'attendait à des dérapages à l'approche de la présidentielle, mais là on est servi. C'est véritablement une campagne de caniveau. On a vu Donald Trump convoquer en conférence de presse juste avant son deuxième débat avec Hillary Clinton des jeunes femmes qui, enfin pas toutes jeunes d'ailleurs, mais qui accusent en tout cas Bill Clinton de les avoir harcelées sexuellement. Mêmes accusations quelques jours plus tard, cette fois plusieurs femmes qui témoignent au New York Times. Le tout alors que sortent régulièrement des vidéos compromettantes pour le candidat républicain. Trump, lui, se défend et promet de nouvelles révélations. Écoutez.
Ces déclarations vicieuses à mon sujet concernant un comportement déplacé à l'égard des femmes sont complètement fausses. Et les Clinton le savent très bien. Ces allégations sont montées de toutes pièces, c'est de la pure fiction et ce sont des mensonges calomnieux. Nous avons déjà les preuves nécessaires pour prouver qu'il s'agit de mensonges et elles seront rendues publiques très bientôt, de la façon qu'il se doit et au moment opportun. Voilà, un individu qui inquiète, mais qui aussi inspire les dessinateurs. Ils s'en donnent à cœur joie, alors Simone. Ah ben oui, alors c'était déjà un très bon client, mais alors là, depuis dimanche soir, comment dire, les dessinateurs se sont vautrés, comme Trump se vautre lui-même dans la vulgarité. Eh bien, ils se sont vautrés dans la vulgarité. Donc j'ai une petite série de dessins, je vais les passer rapidement parce qu'il y en a beaucoup. On commence par un dessin de Jupp Bertrams. Alors attendons, c'est un peu sans commentaire, mais enfin, la bouche de Trump est évocatrice quand on sait toutes les révélations qui ont eu lieu dernièrement. Je passe un excellent dessin de Chapat, dessinateur suisse pour The New York Times, qui dit tout sans un mot. Cet autre dessin du grand dessinateur portugais Antonio, un portrait ultra minimaliste du personnage Trump. Là aussi, tout est dit. Un dessin de Plasman, dessinateur allemand pour le Frankfurter Rundschau. Alors là, on sait que Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Eh bien là, Trump, il en fait autre chose avec son ombre. Alors, une petite piqûre de rappel de Nicolas Vado qui est sympa. Trump qui dit à Hillary, moi avec les femmes c'est simple, je prends un tic-tac, je les embrasse et puis je les baise. Hein. C'était citation, presque dans le texte. Et puis là, si on regarde bien, on voit le boulet Bill Clinton attaché au pied de sa femme qui dit, quel gentleman, moi je passe directement à la 3e étape. Et l'autre qui dit, Bill, s'il te plaît. Bon bref, oui, petite piqûre de rappel. En tout cas, comme le montre Cécile Bertrand, dessinatrice belge, tout cela précipite sans doute la chute du candidat Trump. Il y a fort à parier que le résultat de ces élections est peut-être entre les mains des femmes maintenant, en tout cas moi je l'espère, parce que trop c'est trop, comme disait Michelle Obama encore hier soir. En tout cas, le parti des Républicains est au bord de l'implosion, c'est trip, on voit qu'il y a les Trump, les Never Trump qui se bastonnent allègrement, et puis on a un républicain qui finalement va voir ses petits jeunes démocrates en se disant « Oh ben écoute, réflexion faite, t'es pas si mal ». Et puis ce dessin aussi de Debum, dessinateur suisse, l'Amérique désabusée, parce que c'est un petit peu ça. Et toi, tu votes contre qui ? L'establishment ou le populisme ? Oui, parce que quand même, il ne faut pas oublier que Hillary ne fait pas non plus l'unanimité. Un autre dessin que j'aime beaucoup de côté dessinateur canadien pour Le Soleil sur la surmédiatisation autour de Trump. Je me demande pourquoi il est aussi populaire, se disent ces voyageurs dans le métro. Et puis là, si on regarde toutes les unes de journaux, Trump ment même en dormant, Trump adore Poutine, Trump ne porte pas de pyjama, Trump mange trop gras, Trump insulte Hillary. Et puis enfin, pour terminer, un dernier dessin de Nicolas Vado pour l'Écho, l'évolution du rêve américain. Voilà ce que c'était en 2008 et voilà ce que ça va peut-être devenir en 2016. Je pense que c'est raté. Pas besoin de traduire. Voilà, tout est dit. Claude Guibal, pourquoi est-on en train de tomber si bas ? C'est un glissement général de la société américaine vers le trash et la télé-réalité, ou bien c'est l'intrusion de Trump lui-même dans la politique qui crée ça ? Alors en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que une grande partie de la population américaine, elle n'en peut plus, non plus de cette campagne. Ils sont épuisés, ils trouvent ça dégueulasse, à tel point que beaucoup de gens, et c'est peut-être une stratégie chez Trump, n'iront même pas voter, parce qu'ils n'ont pas envie de voter pour Hillary, ils n'ont pas envie de voter pour Trump. Et enfin, la pauvre Hillary, elle y est pour rien. La pauvre Hillary n'y est pour rien, sauf qu'elle manque sincèrement, fondamentalement de charisme aussi. Et elle ne déclenche pas non plus la ferveur des foules. Et si elle est élue, ça sera souvent par défaut. Et c'est bien aussi ce que Donald Trump cherche à faire aujourd'hui. Finalement, si elle est élue, elle sera pas très très crédibilisée et très légitimée par ce vote. Mais on sent qu'il y a
a vraiment un grand dégoût dans une grande part de la population américaine. Trump se venge aussi sur le GOP, le parti républicain, parce qu'il ne faut pas oublier que le 8 novembre, on vote pour les présidentielles, on vote aussi pour un renouvellement partiel du Congrès, et les gens qui vont aller voter pour Trump ne vont pas nécessairement aller voter pour les représentants des républicains au Congrès. Donc ce qu'on voit, c'est un système qui est en train d'imploser, avec une population qui le soir regarde les infos, complètement fascinée par alors quel va être, c'est House of Cards, c'est quel va être l'épisode du soir. C'est vraiment une société américaine qui est aujourd'hui effectivement complètement modelée par la réalité télé et la télé-réalité et par les réseaux sociaux, et où finalement ce qui compte, c'est qu'on parle de vous. C'est qu'on parle de vous en bien, en mal ou quoi que ce soit, c'est vous qui menez, c'est vous qui occupez le champ médiatique. Donc on lâche le plus d'énormité possible. C'est pas grave que ce soit vrai, que ce soit faux, ça n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la popularité que vous aurez en faisant une sextape qui va faire que vous allez avoir des millions de personnes qui vont vous suivre sur votre compte Instagram. C'est la minute de célébrité. C'est la minute de célébrité, c'est ce que Trump fait. Je pense aussi que c'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui en France, quand à notre tour, on voit nos hommes politiques qui finalement ne communiquent plus que par la petite phrase. Et une fois de plus, on ne s'occupe pas des vraies questions et des vrais débats de société. Oui, ou sur des canapés par exemple. Des animateurs ou animatrices. Ziad Limam, ces révélations-là, elles sont en train de plomber réellement Donald Trump, parce qu'il y a autre chose qui s'est passé cette semaine quand même, dont on a très peu parlé ici, c'est Wikileaks qui sort de nouveaux emails d'Hillary Clinton. On en a parlé aux États-Unis, on l'entend quasiment pas. La campagne de Wikileaks, qui est quand même un petit peu particulier, enfin bon, moi je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais c'est un peu particulier. Bon, on savait que Hillary Clinton n'avait pas les relations les plus froides avec Wall Street, le monde de l'argent, etc. Alors de dire qu'elle dit des choses à Wall Street, elle dit d'autres choses aux électeurs de comment il s'appelle, de Sanders, etc. Ça me semble pas spectaculairement déstabilisant pour elle, à condition qu'elle arrive à jongler avec les mots. Les révélations quand même qu'un candidat je veux dire, il y a un procureur pourrait inculper le candidat républicain à l'élection sur des motifs très clairs. Donc ça, c'est beaucoup plus embêtant. Le deuxième point, c'est que moi, je suis très triste pour les Américains, mais moi, en tant que citoyen du monde, ça m'embête beaucoup que ces gens auxquels je peux pas participer, je sais que c'est un argument faiblard, mais on ne peut pas participer à cette élection, et ces gens pèsent très lourd dans les décisions de demain. Et moi, je ne sais pas comment, en tant que Français dans mon coin, je peux faire en sorte de limiter le dégât Trump. Et c'est pas moi qui vais les lire, et il va être là peut-être. Et demain, il va... Non, peut-être. On ne sait jamais. Il peut y avoir une révélation, il peut y avoir... Je ne sais pas. Marc, c'est bon. Écoute, Marc, il y a 8 mois, on a dit ce type ne passera pas. Passera pas. Après, il a traité les Espagnols de rapistes et de voleurs. Après, il a dit les musulmans, c'est tous des terroristes. Et ensuite, après, il a dit ceci. Et ensuite, la courbe a commencé à plonger. Voilà. Et là, de nouveau, elle plonge de plus en plus. L'écart se creuse. On a quand même dit que les Anglais seraient jamais assez idiots pour sortir. Donc la question. Donc Marc Semo, la logique reprend ses droits d'une certaine manière. En disant toutes ces énormités, il est au-dessus de 40%. C'est possible. On ne peut pas l'exclure. Effectivement, il y a le précédent du Brexit. Ce qui est important, c'est de comprendre de quoi Trump est le symptôme. Et effectivement, c'est un symptôme qui est assez proche de ce que l'on a vu en Grande-Bretagne avec le Brexit, d'un mouvement... D'une population déclassée. Voilà, du pénisme en France, de population déclassée, d'une colère de l'homme blanc d'âge moyen. Tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, on s'aperçoit maintenant quand même qu'il y a une espèce de retour au bon sens. Et au niveau des sondages, quand même, ça se creuse. Au niveau des grands électeurs, de fait, la question ne s'est jamais véritablement posée. Donc on ne peut pas exclure effectivement un ultime coup de théâtre. C'est vrai que l'on se sent totalement démuni et que cela va décider de notre destin. Mais bon, voilà, pour le moment, tout va dépendre du taux de participation. Voilà, tout va dépendre du taux de participation. On va essayer de relever le niveau très rapidement avec Pourquoi le on était prix... un peu bas là Non, pas vous malheureusement, mais c'est le sujet, le sujet qui s'y prêtait pas. Avec le prix Nobel. Juste une chose, Claude a dit qu'on a un problème aussi avec le candidat démocrate, qui est c'est assez, enfin, il y a rien, quoi. Il y a pas un souffle, il y a pas quelque chose qui donne envie d'aller vers elle. Comme on dit pour Hillary Clinton, c'est une mauvaise candidate, mais elle a tout pour être une bonne présidente. Exactement. Un mot du prix Nobel de littérature très rapidement, énorme surprise qui a ravi les fans bien sûr de Bob Dylan, tous ceux qui derrière le roi de la folk apprécient le génie de la poésie. Juste un mot, Serge Kaganski dans Les Inrocks écrit que Bob Dylan a accordé un cerveau et un verbe au corps et aux tripes
du rock. Reste que cette désignation est aussi à l'origine d'une polémique, puisque certains considèrent qu'il n'est pas du ressort du comité Nobel de nommer un chanteur. Et on voit même d'ailleurs fleurir sur Twitter les tweets, le prix Nobel de chimie va à Keith Richards par exemple, pourquoi pas. Bon, vous en pensez quoi? C'est le côté esprit chagrin. Ouais. D'abord, la poésie, il y a déjà eu énormément de poètes qui ont eu le Nobel. La poésie, c'est aussi la poésie chantée, à commencer par Orphée, ce qu'a rappelé Salman Rushdie. Donc on ne voit pas, on a donné un prix Nobel à Dario Fo, qui vient de mourir, le pauvre, donc vous pouvez pas mal discuter. Incontestablement, Bob Dylan est une partie de notre imaginaire, a profondément marqué l'imaginaire occidental en deux mots très rapidement, de la fin du XXe siècle. Je trouve que c'est pas une grande cuvée de Nobel. Ça a commencé avec la paix et ça finit avec Bob Dylan, que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'à ce moment-là, pourquoi pas Leonard Cohen, pourquoi pas Patti Smith, pourquoi pas des gens... La paix au président Santos, au président colombien, Juan Manuel Santos. Moi, je trouve, si on va vers la chanson, pourquoi pas, quoi que je suis pas sûr que ce soit c'est plus que de la chanson, Bob Dylan. Oui, mais Leonard Cohen, c'est beaucoup plus que de la chanson. Donc je veux dire, je trouve qu'on on s'est donné à Donald Trump aussi. De Trump. Il peut y avoir une dimension un peu politique. Voilà. Aussi, oui. Tout de suite, l'actualité vue du net, c'est avec Anthony Saint-Léger. Un œil sur les médias. Restez avec nous. Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour. On va revenir donc sur cette grande première hier en France, un premier débat des premières primaires de droite. Voilà, avec une révélation, Jean-Frédéric Poisson, c'est en tout cas celui qui a le plus surpris. Star is Born, titrait même Public Sénat. Alors il faut dire qu'il était quasi inconnu. Il n'est pas du parti des Républicains, on le précise, dans le parti chrétien-démocrate, donc du parti de Christine Boutin. Il a gagné en notoriété et figurez-vous que pendant le débat, Google Trends a même tweeté ceci. La question a bondi de 10 500% depuis le début du débat pour savoir qui était Jean-Frédéric Poisson. Alors certains ont vu en lui une... c'est énorme. Pendant des mois, il faut dire qu'il avait 1% d'intention de vote dans les sondages. Alors certains ont vu une révélation, c'est le cas de cet internaute. Pour cet autre internaute, c'est même peut-être... À droite tout l'internaute. Voilà, quand même, forcément. Dans un certain, oui. Mais cet autre internaute a noté tout de même que c'était peut-être la seule personne qui disait quelque chose d'intelligent dans tout le débat. Alors chacun son avis. Quoi qu'il en soit, figurez-vous qu'en 2 heures de temps, 2 heures de débat, il a gagné 24% d'intention favorable. C'est celui qui en a gagné le plus de tous les candidats auprès des téléspectateurs. C'est quand même pas négligeable. Alors pourquoi un tel succès? Certains ont noté qu'il s'était peut-être démarqué de ces autres candidats, notamment en jouant la carte de la modération. Alors, le Burkini, par exemple. Voilà, ou aussi pour cet ancien DRH, par exemple, sur les syndicats, il est resté assez soft, comme dirait par exemple Emmanuel Beretta, qui modère ses copains sur les syndicats, ou encore Xavier Frison de Marianne, qui estime que, voilà, tout à fait, calme tout le monde sur les syndicats qui ne sont pas Satan. Alors certains internautes ont tout de même tenu à faire ressurgir certaines déclarations du candidat. C'était il y a quelques semaines quand il proposait de supprimer le ministère de la Culture, où certains ont rappelé aussi, ont exhumé certaines propositions de campagne et certains thèmes chers, anti-IVG, anti aussi mariage pour tous, qu'il propose d'abroger s'il est élu. Et puis il a fait savoir il y a quelques jours dans Valeurs Actuelles qu'il n'était pas contre un rapprochement avec le Front National. C'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que la mémoire est longue. Et un tweet, ça reste. Un tweet, ça reste des siècles. On en reparlera dans... Il n'y a quasiment pas de droit à l'oubli, oui. Toujours en France, la marque Decathlon, elle se serait bien passée du bad buzz après l'une de ses pubs. Et regardez, cette pub, c'est celle-ci, avec spécial migration et cette promotion pour les cartouches destinées aux amateurs de gibier migrateur. Sauf que dans le contexte actuel, ça passe plutôt mal, d'autant que la photo a d'abord été détournée pour être associée à la campagne de Robert Ménard, le maire de Béziers. Ça y est, ils arrivent, les migrants, dans notre centre-ville. Le maire de Béziers, qui on le sait, est pour un référendum contre l'arrivée des migrants. Photo donc détournée d'abord, puis ensuite récupérée par ce collectif d'extrême droite, Sauvons Calais, qui n'est pas contre
la jungle de Calais, en titrant Humour Décathlon. Alors la marque a été alertée par un internaute de cette récupération. Elle a tout de suite réagi, on le voit ici sur Facebook, mais également aussi sur Twitter. Ce n'était pas de l'humour, plutôt une communication maladroite d'un de nos magasins, puisque elle le précise, c'était bien dans le magasin d'Ajaccio, donc une initiative locale et en aucun cas nationale. C'était en Corse, voilà. Et donc de nombreux internautes ont tout de même réagi. C'est le cas de cet internaute qui nous dit « J'espère bien que c'est un fake » ou encore cet autre internaute. En fait, c'est Robert Ménard, le graphiste chez Decathlon. Thierry Cousin nous dit que c'est tout simplement de mauvais goût. Alors forcément, Decathlon a dû réagir beaucoup toute la journée. C'est un exemple d'échange que l'on a pu lire. Ce n'était pas du tout notre intention. Tout ceci est bien loin de nos valeurs. Du coup, certains souhaitent bien du courage au community manager de la marque qui a, c'est sûr, ce vendredi pas chômé. On a peut-être le temps très rapidement pour une députée islandaise qui fait beaucoup parler d'elle au Parlement avec un geste assez inhabituel. Oui, alors c'est un geste qui a eu lieu ce mercredi en plein débat parlementaire retransmis à la télévision. Elle est appelée à la tribune pour prendre la parole, mais elle ne va pas le faire seule. Regardez rapidement. C'est comment en Italie. Hæstvirtur forseti, ég vil bara taka það fram að við erum hér ekki að gera breytingar á því ákvæði fjallar örugg ríki og þetta ákvæði gildir einungis til áramóta þegar nýju útlendingalögin taka gildi, þannig að hér er verið að fara eins. On le voit, elle est donc arrivée à la tribune avec son enfant au sein. Alors ce n'est pas la première, mais c'est un geste qui a été très salué par les réseaux sociaux qui estiment que c'est une belle conciliation entre le rôle de mère et la vie professionnelle. Une députée italienne, une députée espagnole avait également fait de même en 2010 et en début d'année. On a déjà une profession tout trouvée pour le nouveau-né. En tout cas, il aura baigné dedans. Des petits. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Merci également à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à Claude Guibal, à Ziad Limam, à Marc Semo et à Laure Simoes d'avoir été avec nous dans une semaine dans le monde. Tout de suite, c'est la suite de l'actualité sur France 24, un nouveau journal.